Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette fois-ci pour la présentation du journal de la semaine. Sans plus attendre, voici le sommaire de cette édition du 13 mars. Pour la Journée internationale du droit des femmes, le CORIF nous présente son projet Nouvel Horizon. En l'honneur de la Journée de la femme toujours, nous nous sommes rendus dans les locaux de l'association Havre. Comme chaque année, les Restos du Cœur ont organisé une collecte de dons. Nous reviendrons sur cet événement. Un dépistage contre la Covid-19 était organisé au Palais des Sports, nous y étions. Grâce aux images d'archives, découvrez la bénédiction des cloches de l'abbatiale Saint-Martin. Dans la rubrique Une semaine, un objet, découvrez une table de changeurs suisses. Nous vous diffuserons ensuite une vidéo explicative sur le dépistage du cancer colorectal. Et enfin, pour clore ce journal, nous vous réservons une petite surprise, alors ne bougez pas et restez avec nous. Le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Pour l'occasion, l'association CORIF présentait ce lundi une performance artistique mettant en scène des catésiennes dans le cadre d'un projet intitulé Nouvel Horizon. En lien avec le magazine de la semaine, que je vous invite à voir sur notre antenne, découvrez cette performance qui s'est tenue au parc Fénelon. Donc bonjour, nous sommes au parc Fénelon, qui se trouve aux côtés du musée Matisse. Je suis en compagnie de Mathilde Rouet, consultante au CORIF. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, aujourd'hui nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est mis en place derrière nous dans le cadre de cette journée ? Alors, bonjour déjà, merci de me recevoir. Donc, en fait, aujourd'hui, on a souhaité, en cette journée internationale des droits des femmes, célébrer des femmes habitantes du Cateau-Cambrésis. Donc, vous pouvez voir derrière moi des photos et des textes pris et réalisés dans le cadre d'un projet qui s'appelle Horizon dévoilé, qui est en fait une action financée par le département, par l'insertion et par la culture. Donc une action conjointe entre le CORIF et Carl Cordonnier, photographe, qui a pour objectif de donner de la place aux femmes bénéficiaires du RSA, de leur redonner confiance en elles, de les rendre visibles pour les remobiliser dans des actions d'insertion professionnelle et personnelle par la suite. Très bien. Et combien de femmes ont participé à ce projet aujourd'hui ? Alors cette action a commencé en 2019. Au départ, tout au long de l'action, on a eu une dizaine de personnes qui ont participé. Après, il faut savoir que c'est un public qui rencontre beaucoup de difficultés, que ce soit des problèmes de santé, de violences conjugales, de violences intrafamiliales en général, des problèmes qui font que c'est difficile de s'inscrire dans la durée et dans la régularité. Mais tout au long du projet, elles ont apporté leur pierre à l'édifice, elles sont venues s'intégrer à l'action. Et là, vous avez derrière vous des photos de 5 personnes qui ont été plus actives que les autres dans l'action. Et aujourd'hui, nous avions la chance d'avoir avec nous Nathalie, Séverine et Sylvie qui ont participé à ce projet. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques lignes les différentes étapes de construction du projet ? Alors, ce projet, en fait, qui mêle insertion et culture, au départ, alors c'est des ateliers de 2 heures, une fois par semaine. Donc, parfois avec moi du CORIF, sur l'insertion, parfois avec Carl Cordonnier sur l'aspect plus photographie. Et donc, on construit petit à petit. Donc, bien sûr, on ne fait pas de la photo directement. Il y a cette idée déjà de créer du lien, de créer de la confiance, de mettre les personnes à l'aise. Parce qu'il faut savoir que c'est des personnes qui sortent peu de chez elles ou qui restent dans un cercle de personnes connues. Donc déjà, se retrouver assises autour d'une table avec des femmes qu'on ne connaît pas, pouvoir échanger, parler de soi, c'est un vrai travail déjà d'empowerment, comme on dit. Donc c'est une première étape, c'est déjà ça. Se libérer sa parole, trouver son espace, sortir aussi de chez soi et de son rôle de maman, parce que beaucoup sont mamans à plein temps, et donc elles n'ont pas beaucoup de temps à se consacrer à elles-mêmes. Voilà. Et petit à petit, Carl Cordonnier est venu avec un travail sur la photographie, sur l'image de soi, sur la projection aussi
vers l'horizon, la couleur de l'horizon. Donc on a travaillé tant avec l'aspect plus réflexif, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'intéresse, quel est mon parcours de vie, mon parcours scolaire, qu'avec l'aspect plus de l'émotion. Qu'est-ce qui m'a touché dans ma vie, qu'est-ce qui me touche par la suite, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui m'apporte aussi vers l'avenir. Voilà. Très bien. Et donc, si je résume, donc la culture ici, elle est vecteur d'insertion. Vous pouvez nous expliquer comment, justement, par quels moyens la culture peut aider à s'insérer dans la société et peut, j'imagine, libérer la parole ou engager de nouveaux projets? Oui, alors en fait, souvent quand on parle d'insertion, on pense tout de suite emploi, formation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi il y a autant de personnes aussi au chômage et en difficulté, c'est parce qu'elles ont cumulé tellement de freins, de problèmes personnels qui font que elles peuvent pas d'un coup d'un seul aller vers l'emploi comme ça. Et la culture, le médium de la photo, le médium du son, de l'écriture, c'est vraiment des outils qui vont être au service de la remobilisation de la personne, de reprendre confiance en soi, de se sentir capable. Je suis capable d'écrire un texte, je suis capable de dire un texte, de me faire prendre en photo, je suis capable d'être sur les façades d'un musée quand même dans ma propre ville. Ça, c'est une vraie prise de confiance aussi et c'est en ça que la culture va amener derrière un sentiment d'efficacité personnelle qui va les rendre capables de chercher une formation, chercher un emploi. C'est une première étape, on va dire, dans l'insertion. Écoutez, je vous remercie pour toutes vos explications qui nous éclairent donc sur la nature de ce projet. C'est très intéressant. Je vous remercie. Et est-ce que, avant de finir, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont être mis en place pour accompagner ces femmes après ce projet du 8 mars ? Alors, en fait, là, aujourd'hui, c'était le résultat d'un projet mené depuis 2019. Ces personnes sont accompagnées par des référents RSA au sein du CCAS de Lecato. Donc, elles vont poursuivre leur accompagnement individuel vers l'insertion. Par contre, un nouveau groupe va être constitué. Donc, courant avril, on va relancer le projet avec un nouveau groupe de personnes, donc vers de nouveaux horizons. Alors maintenant, je suis en présence donc de Nathalie, une femme qui a participé au projet que nous avons devant nous donc pour ce 8 mai, la Journée internationale des droits des femmes. Bonjour Nathalie. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'était important pour vous de participer à ce projet? Quelles ont été vos motivations? Alors, ma motivation, déjà la première, c'était de pouvoir m'ouvrir aux autres parce que je suis quelqu'un de très renfermé. J'ai eu un passé assez difficile et c'est vrai que j'aime pas beaucoup en parler. Et ça m'a permis en fait de m'ouvrir, d'expliquer ce qu'il y avait qui allait pas, ce qui m'a bloqué dans ma vie en fait pour avancer. Et honnêtement, grâce à Karl et à Mathilde et à toutes les femmes que j'ai pu rencontrer, ça m'a permis en fait de m'ouvrir et de penser mes blessures intérieures. Qu'est-ce que vous avez préféré faire au cours de ce projet? Puisque voilà, donc il y avait un photographe qui vous a accompagné, il y a plusieurs activités. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Déjà la rencontre, parce que j'ai rencontré des gens franchement formidables avec qui l'entente elle est passée, mais directement. Rencontrer plusieurs femmes d'horizons différents, des femmes malheureuses, des femmes bien. Et voilà, ça m'a permis de m'ouvrir et franchement, c'est très bien pour les femmes. Il devrait y en avoir plus. Et est-ce que ça vous a ouvert donc d'autres portes pour l'avenir? Vous envisagez comment l'avenir? Mon avenir, déjà, moi, je l'envisage reprendre une formation malgré ma maladie, parce que j'ai été reconnu comme travailleur handicapé à cause d'une maladie au cerveau. Et si ça peut m'aider à ouvrir les portes pour une nouvelle formation, je me lance, on y va. On avance tout doucement, au jour le jour, mais on avance. C'est le principal. Voilà, et depuis 3 ans, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je me sens très bien. Il m'a refait découvrir ce que c'était que l'amour, ce que c'était qu'une vraie femme, me faire comprendre que j'avais le droit à l'amour, comme toutes les femmes, chose que j'avais pas avant, et franchement, pour ça, je le remercie beaucoup. Vous reprenez confiance en vous peu à peu? Grâce à lui, oui, et grâce au groupe, j'ai réappris à prendre confiance en moi et me dire que j'ai des droits comme tout le monde et j'ai une vie comme tout le monde. Écoutez Nathalie, je vous remercie pour ces quelques mots que vous nous avez accordés et je vous souhaite plein de bonheur pour la suite et pour l'avenir. On espère.
Alors nous sommes toujours au Parc Fénelon. Je suis maintenant en présence de Karl Cordonnier, le photographe qui a participé à ce projet. Bonjour Karl. Donc avant de revenir plus en détail sur ce projet en l'honneur de la Journée internationale des droits des femmes, pouvez-vous vous présenter? Vous êtes photographe, qu'est-ce que vous faites normalement? Je travaille depuis 30 ans sur des questions de société, sur l'humain principalement, pour aborder la complexité des situations avec une vision sur la singularité et plus universelle, avec l'idée de voyager dans le monde, de raconter des histoires, de les juxtaposer, de les croiser et de créer comme ça une fresque qui raconte des questions de transformation. Donc c'est un travail au long cours, donc chaque élément constitue un chapitre d'une recherche de 30 ans. Voilà, sur des situations à la marge, l'égalité homme-femme, questions liées à la démographie, au vieillissement, les questions liées à l'immigration, liées à la nuit, à la pauvreté. Et donc tout ça fait une œuvre au long cours, cohérente, et ce travail en est une des pièces. D'accord, donc comme vous nous l'expliquez, une des pièces, puisque là vous êtes donc le but de votre travail, c'était de venir en aide à des femmes, de permettre la libération de la parole, de les accompagner vers d'autres projets, c'est bien ça? Le travail, c'est d'utiliser le médium photographique pour exprimer des situations qui sont parfois complexes, avec des textes qui permettent de mettre en perspective et d'offrir finalement un miroir, une image qui permet de prendre conscience et dépasser peut-être des situations. Et donc, à travers la notion de l'horizon, de se projeter dans l'avenir, de prendre conscience des obstacles et de les dépasser. Et donc, on met en image ces obstacles symbolisés par le cheval, qui est le symbole de la liberté, qui évoque finalement des problématiques personnelles comme les tâches de ménage, comme qui sont un peu un enfermement, les relations aux hommes qui peuvent être parfois difficiles et avec de la violence parfois, mais aussi des besoins de nature, de liberté. Et donc les images nous racontent cette histoire-là avec les textes qui parlent de leurs horizons. Alors on le voit derrière vous, les différentes photos que vous avez réalisées pour ce projet. On voit des photos, comme vous le disiez, avec le cheval qui symbolise la liberté, mais on voit aussi des portraits, ces mêmes portraits qui ont été affichés sur le musée Matisse. Comment on réalise des portraits de femmes et comment ça s'est mis en place? Mon idée, c'est d'essayer de prendre de la distance par rapport à l'instrumentalisation de l'image des femmes pour arriver à une forme de neutralité, d'où le noir et blanc et le fait de proposer que le regard nous tourne vers l'extérieur et pas vers nous-mêmes. Et donc que l'image nous envoie ailleurs. Et donc de travailler sur le trait, sur l'ombre, et le noir et blanc me permet effectivement de rentrer en profondeur. Ça fait un écho aussi au travail de Matisse, qui a fait du travail sur le portrait féminin, et il les a aussi mis il a travaillé aussi sur les fenêtres et aussi sur le textile. Et quelles difficultés avez-vous rencontrées dans l'élaboration de ce projet? Le problème, c'est sur un territoire qui est un peu en redynamisation, comme on dit, c'est l'énergie nécessaire pour que chaque individu finalement trouve sa place. Donc il y a des freins, il y a des obstacles économiques, politiques et sociaux. Et donc l'enjeu, c'est d'avoir cette énergie, cette envie de faire en sorte que chaque personne finalement trouver sa place, aussi bien pour la mobilité que pour les tâches, pour l'emploi, puisque l'enjeu, c'est quand même que les gens puissent aussi trouver du travail ou une activité. Et donc c'est de mettre en action. Et le collage qu'on fait de ces photos, c'est symboliquement de dire on se met en mouvement, on se met en action, et même si on ne le voit pas d'un bon œil, effectivement les gens ont envie d'être dans l'action et ont envie de prendre part dans cette société dont ils se sentent peut-être parfois un peu exclus. Et justement, comment s'est passée la rencontre avec ces femmes qui ont posé devant votre objectif? C'est un travail de médiation avec le CORIF d'abord, qui a travaillé sur les potentialités, sur des enjeux, toujours à travers cette notion d'horizon. Donc il y a une sorte de médiation sociale, pratique, sur les enjeux professionnels que mène le CORIF. Donc Mathilde Rouet qui travaille pour le CORIF, et moi j'interviens ensuite à partir des éléments qu'elle a recueillis
pour les approfondir et puis pour trouver une forme. Donc la forme, c'est la photographie, c'est le texte et la voix, puisque je les ai enregistrés pour faire aussi un film qui vient compléter ce triptyque. Est-ce que vous êtes engagé sur ce projet depuis 2019, c'est ça? En fait, de bien plus longtemps, on a démarré le projet à Dunkerque 2013. J'étais en Chine, j'étais à Tanger, j'étais à Glasgow. C'était dans les villes portuaires. Et puis on a trouvé une résonance sur ce territoire. Donc d'abord effectivement à Caudry, depuis 4 ans, avec des groupes de femmes. Et il y a cette idée d'engrenage, de fait que chaque histoire permette à d'autres de s'identifier, de prendre possession de soi, comme l'ont expliqué peut-être des femmes tout à l'heure, et de se dire, moi aussi je peux participer, peut-être que j'ai aussi quelque chose à dire. Et ce que vous avez à dire est important, non seulement ce que vous avez à dire, mais la façon dont on va le dire et dont on va le montrer, avec ma façon à moi de travailler, mon médium qui est la photographie évidemment, mais pas que, aussi le film qui est aussi intéressant, puisque ça me permet de mettre les images fixes en mouvement. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir, toujours en relation peut-être avec les femmes, puisqu'aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes? Disons que là, il y avait un projet qui était spécifiquement avec des femmes, mais je travaille sur un autre projet, ici au Cateau d'ailleurs, sur la maladie d'Alzheimer, et avec des aidants, comme on dit. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées dans cette dimension-là, et donc qui ont un rôle qui est aussi très important, pour aider leurs proches qui sont parfois en situation de handicap. Donc elles sont aussi aux avant-postes d'une autre façon dans l'accompagnement et jouent un rôle social mais aussi économique qui est très important parce qu'elles remplissent une fonction qui coûterait des fortunes sinon. Écoutez, je vous remercie pour vos explications et pour vos mots. Et je suis admirative de votre travail, je vous félicite. Merci et bonne journée. Merci beaucoup à vous d'être venu, d'avoir participé. Voilà. Merci. Si la journée des droits de la femme existe, c'est qu'aujourd'hui encore, de nombreuses femmes sont victimes de violences. Le sous-préfet du Cambrésis a rencontré dans ce contexte les membres de l'association Havre, située au Cateau, une association qui leur vient en aide. Pour en parler, la directrice de l'association ainsi que 2 de ses salariés se sont exprimés devant notre caméra. Donc bonjour, nous sommes ici à l'association Havre, en compagnie donc de sa directrice, Madame Delvaux, et donc de 2 de ses salariés. Je vous laisse vous présenter, mesdames. Donc moi c'est Madame Fetti, je suis référente de l'État sur les violences conjugales sur le territoire et j'interviens sur tout le territoire du Cambrésis, donc au service Solvec de l'association Havre. Donc moi c'est Anne-Sophie Second, je suis référente violences conjugales en hébergement donc sur le service Solvec de l'association Havre. Je vous remercie de nous accorder quelques minutes. Pouvez-vous présenter l'association Havre, s'il vous plaît ? Alors, l'association Havre, initialement, c'est de l'hébergement pour personnes en difficulté. Donc, actuellement, on a une vingtaine de places d'hébergement. Mais c'est également un service violence conjugale, donc avec une référente départementale violence conjugale, une intervenante sociale en centre d'hébergement, une intervenante sociale en commissariat et une intervenante sociale en gendarmerie. Voilà. Et pour finir, l'association Havre a aussi un dispositif maison relais où on a 26 places maison relais ici sur le site du Cateau. Voilà. Et combien de personnes sont accueillies actuellement avec l'association Havre ? Alors en hébergement, on a une vingtaine de personnes. En maison relais, actuellement, on en a 23. Et après, il y a tout le travail de suivi des salariés, des femmes victimes, etc. ou du service FSL. Et on avait imaginé sur l'année dernière, essayer de comptabiliser, on touche environ 1000 personnes par an, tout confondu. Nous avons aussi à l'association Havre un dispositif, un appartement pour les femmes victimes de violences conjugales. Justement, ce 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Le sous-préfet du Cambrésis était en visite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le motif de son déplacement ici ? Eh bien, il voulait nous rencontrer parce qu'il sait qu'on s'occupe de cette problématique de violence conjugale et il voulait nous rencontrer à l'association. Il n'était jamais venu nous voir. Donc, il faut savoir qu'on a différents financements de l'État, notamment
pour le service violence conjugale. Et donc, à l'occasion de la journée du droit des femmes, comme vous venez de le dire, ils souhaitaient nous rencontrer. Je pense aussi mettre également en valeur les actions qui sont faites par l'association. Mais ça, c'est moi qui subodore. Bien sûr. Alors, vous venez en aide donc aux femmes qui en font la demande, qui en ont les besoins. Vous pouvez aider combien de femmes avec l'association Havre ? Toutes les femmes qui se présentent et qui souhaitent partir des violences. On peut très bien travailler en amont, c'est-à-dire préparer leur départ. Comme on dit, on travaille en sous-marin, on fait tout ce qui est ouverture de droit, dossier RSA, et une fois qu'on a trouvé le logement, eh bien on enclenche toute la procédure et parfois on les déménage même pour qu'elles puissent être épanouies de nouveau dans leur nouvelle vie. Et actuellement, combien de femmes sont aidées grâce à vos travaux ? Moi, juste depuis janvier, je suis à une vingtaine de femmes. D'accord. Avec un accompagnement à plus ou long terme. Selon leur demande. Selon leur demande, effectivement. Et moi, je suis à peu près à une quinzaine de dames, voilà, que j'ai rencontrées, et un homme également, en ce début d'année. D'accord. Ouais. Victime de violence aussi, donc. Victime de violence, oui. Bien, je vous remercie pour ces quelques minutes que vous nous avez accordées et pour votre association, donc Havre, qui vient en aide également donc, aux femmes et aux hommes victimes de violences. Merci à vous. Merci à vous. On compte sur vous. 35 ans plus tard, ce message des enfoirés, initié par Coluche, n'a pas pris une ride. Au contraire, avec la crise sanitaire, de nouvelles personnes ont basculé dans la pauvreté. Alors, comme chaque année, les bénévoles du Resto du Cœur du Cateau se sont mobilisés dans les grandes surfaces de la ville pour une collecte de dons. donc alimentaire du Cateau Cambrésis pour la collecte nationale des Restos du Cœur qui a lieu ce week-end. Nous récoltons le plus de denrées possible parce que chacun sait que les Restos du Cœur ont besoin vraiment cette année, encore plus que les autres années, ont vraiment besoin de vous, de la solidarité des gens pour remplir nos caddies de denrées alimentaires qui nous permettront de tenir pour la campagne d'été et qui nous permettront donc de tenir pour la campagne d'été des Restos du Cœur. Et j'invite tous les Catésiens et les gens des environs, bien sûr, qui viennent sur le Cateau faire leurs courses, d'être généreux, merci monsieur, merci, d'être le plus généreux possible parce que sincèrement cette année, plus que jamais, nous en avons besoin. Voilà. Et que récupérez-vous comme produit? Je te laisse la parole. Des pâtes, des produits de conserve, alimentaires, de toute façon tous les produits non périssables. Voilà. Aussi pour bébé, des petits pots, des crèmes, des couches.
Un peu de tout, quoi, mais non périssable. Voilà. Et ça fonctionne bien, la collecte? En général, oui, ça fonctionne bien. Par contre, cette année, nous avons eu un petit regret. Nous n'avons pas pu nous installer donc, dans le hall d'Intermarché à cause de la crise sanitaire, évidemment. On comprend très très bien. Voilà, nous aurons un magasin très très important sur le Cateau où nous n'aurons pas évidemment de collecte, ou très très peu. On a quand même déposé des chariots pour les gens qui ont l'habitude, parce que c'est vrai que les gens ont l'habitude, le collecte des restos, ils ont l'habitude, ils mettent dans les chariots. Donc on a déposé des chariots et puis voilà, peut-être que cet après-midi, on ira un petit peu sur le parking. Voilà. Merci mesdames. Mais de rien, bonne journée. S'il vous a laissé en tête de mauvais souvenirs ces derniers mois, retenez que malgré tout, l'écouvillon utilisé lors des tests PCR ne vous veut que du bien. En effet, le dépistage contre la Covid-19 reste le meilleur moyen pour prévenir de nouvelles contaminations. Le temps d'une journée, le Palais des Sports du Cateau s'est transformé en une salle de dépistage massif. Regardez plutôt. Bonjour Dr Salem, merci de prendre quelques minutes pour répondre à mes questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement au Palais des Sports? Alors aujourd'hui, c'est un dépistage qui a été commandé par l'ARS Hauts-de-France en collaboration avec la mairie et avec le laboratoire Biopage du Cateau. Donc on avait déjà fait ce genre de test il y a un moment, je crois que c'était au mois de septembre. Et là, l'ARS a voulu recommencer une session, comme il a fait à Cambrai et Solesmes, pour évaluer comment au niveau épidémiologique les patients qui seraient positifs au Covid. Voilà. Très bien. Alors évidemment, les patients ont toujours la possibilité de faire les tests dans les laboratoires, hein, mais là, c'était plus pour les personnes aussi qui, d'habitude, n'iraient pas au laboratoire et veulent savoir s'ils sont positifs ou pas et inciter les personnes à se faire tester. D'autant plus qu'il y a une recrudescence actuelle des cas dans le Cambrésis. La proportion n'est pas énorme, mais il y a une augmentation du pourcentage récemment avec beaucoup de variants anglais, ce qui a fait que l'ARS s'est penchée sur le territoire du Cambrésis et a voulu organiser ce dépistage de masse aussi bien à Cambrai, Solesmes qu'au Cateau. Et quels sont les objectifs de cette journée de dépistage? Alors justement, les objectifs de cette journée, c'est d'évaluer le pourcentage de positivité dans un territoire. Donc c'est une étude surtout épidémiologique, puisque les gens qui sont symptomatiques habituellement ou qui ont des prélèvements pour des opérations ou à l'hôpital ou en clinique ou des interventions, eux viennent habituellement dans les laboratoires. Donc c'était pour évaluer comment le pourcentage à un temps T dans un territoire de gens positifs et également de variants anglais, puisque tous les gens positifs également aujourd'hui bénéficieront chez nous d'un criblage. Ce qu'on appelle criblage, c'est pour détecter s'il y a un variant sud-africain, brésilien ou anglais. Voilà. Et dans les chiffres, vous espérez recevoir combien de personnes aujourd'hui? Au mois de septembre, alors je ne sais plus si c'est au mois de septembre, hein, vous rectifierez, il y avait eu un dépistage de masse, on avait 180 personnes qui s'étaient présentées. Aujourd'hui, on est à 130, donc c'est vrai que les personnes maintenant sont habituées. Il y a des prélèvements sans rendez-vous au Cateau tous les jours, donc je ne pense pas qu'il y a eu un enthousiasme débordant pour venir au Palais des Sports, puisque beaucoup de gens se sont déjà fait dépister. Donc je pense qu'on sera en deçà des 180 qu'on avait réalisés en septembre, où là c'était quand même le pic
de l'épidémie où beaucoup de gens ne s'étaient pas encore fait tester. Voilà. Et maintenant, on parle tellement de tests, et c'est vrai qu'il y a une lassitude sur tous les sujets. Les personnes qui ne sont pas symptomatiques n'ont pas forcément envie de se faire tester. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement donc les tests, une fois que les prélèvements sont faits, il faut attendre combien de temps avant d'avoir les résultats ? Les résultats, donc au laboratoire, nous, chez Biopage, ils sont en moins de 12 heures ouvrés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, ceux qui sont faits le matin, le soir, on a les résultats. S'ils sont faits à 17h, avec la nuit, faut enlever la nuit et on recommence le matin. En général, en moyenne, notre taux actuel, c'est 12 heures. Alors c'est la moyenne, ça veut dire qu'il y a des fois, il y a des contrôles, donc parfois ça va jusqu'à 24 heures. Et après, pour le criblage, c'est un peu plus long, parce que là, il faut remettre 24 heures. D'accord. Voilà. Le criblage, on le fait une fois qu'on a découvert la positivité, on refait un test. Ça entraîne... Tous les jours. Voilà. Donc ça mais les gens ont déjà le résultat de la positivité, ainsi que le CIDEP, c'est-à-dire tous nos résultats sont envoyés au CIDEP, c'est au niveau national. Le CIDEP, c'est une cellule informatique qui, après, retransmet les résultats au CPM avec l'équipe tracing qui est chargée d'appeler les personnes pour leur signaler qu'elles sont positives, pour voir avec qui elles ont été en contact, pour leur donner des recommandations de confinement, etc. Très bien. Voilà. Eh bien, nous vous remercions pour ces quelques minutes et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous éclairer donc, sur la situation. Merci, bonne soirée à tous. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Oublions la Covid-19 un instant et remontons à présent dans le temps, en 1934 plus exactement, pour découvrir ou redécouvrir la bénédiction des cloches de l'abbatiale Saint-Martin. Souvenir de la bénédiction des cloches du 26 août 1934, paroisse Saint-Martin du Cateau. Cloche en ré. Je me nomme Thérèse Marie-Henriette. J'ai été bénite par Monseigneur Jean-Arthur Cholet, archevêque de Cambrai en l'an de grâce 1934. J'ai eu pour parrain Monsieur Henri Sédou, conseiller général du Nord, et pour marraine Mademoiselle Thérèse Poncin. Je remplace mon aînée Anne-Caroline Charlotte, fondue en 1866 par Monsieur Gousset à Metz et détruite pendant la Première Guerre mondiale. Cloche en mi. Je me nomme Marie-Louise Émilie. J'ai été bénite par Monseigneur Jean-Arthur Cholet, archevêque de Cambrai en l'an de grâce 1934. J'ai eu pour parrain Monsieur Émile Picard-Collet, et pour marraine Madame Georges Huard et Gilles. Je remplace Humbertine Eugénie Marie, fondue à Douai en 1885 et détruite pendant la Première Guerre mondiale. Dans la rubrique « Une semaine, un objet », découvrez à présent une table de changeur suisse du XVIIe siècle possédée par Matisse. Si l'objet ne vous dit rien, sachez qu'il a inspiré le peintre à tel point que ce dernier l'aurait intégré dans plusieurs de ses toiles. Maintenant que votre curiosité est aiguisée, je vous laisse apprécier ce sujet. Cette semaine,
Nous vous présentons une table de changeur suisse et sa chaise du XVIIe siècle, ayant appartenu à Henri Matisse. Avec l'expansion du commerce en Europe à partir du XIIIe siècle émerge le métier de changeur. Un meuble entièrement dévolu à cette fonction est créé. Il s'agit de la table de changeur, permettant les conversions de devises étrangères en monnaie locale. Parmi la centaine d'objets collectionnés par Henri Matisse se trouve une table de changeur avec un plateau en marbre conservé au musée Matisse. Tapis, paravents, petits meubles et autres objets remplissent l'atelier et servent d'éléments de décor au petit théâtre que l'artiste met en scène pour l'élaboration de ses œuvres. Cette table est reconnaissable dans le tableau L'Atelier Rose de 1911. À noter qu'à partir du 17 mars, le musée vous propose de chercher la petite bête. Chaque mercredi, les enfants auront rendez-vous sur la page Facebook du musée pour découvrir un nouvel animal mis à l'honneur chaque semaine dans les œuvres du musée. Pour revenir à notre fil d'actualité, pour lutter contre les cancers de quelque nature qu'ils soient, le dépistage reste la meilleure solution. Alors, le dépistage du cancer colorectal, il faut y penser. Qui est concerné par ce dépistage? Grâce à cette vidéo explicative, vous allez tout comprendre sur le dépistage du cancer colorectal. Le dépistage du cancer colorectal. Qui est concerné? Eh bien les femmes et les hommes entre 50 et 74 ans. Quand faut-il faire ce dépistage? C'est simple, tous les 2 ans. Et pourquoi c'est important de le faire? Parce que le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier. Mais la bonne nouvelle, c'est que détecté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. Alors comment dépister le cancer colorectal? Tous les 2 ans, vous recevez un courrier que vous présentez à votre médecin. Il peut aussi directement vous en parler lors d'une consultation. Et si vous êtes bien concerné, il vous remet le test de dépistage. C'est un test simple, rapide, indolore et pris en charge à 100%. Vous le faites ensuite chez vous, en 5 minutes, puis vous le renvoyez par la poste. Le dépistage du cancer colorectal, un test simple et rapide qui peut vous sauver la vie. Parlez-en avec votre médecin. Chose promise, chose due. Il est maintenant temps de vous présenter la petite surprise de cette fin de journal. C'est grâce à eux que la chaîne rayonne. Je veux bien sûr parler des bénévoles de Beffroi Vision. Alors, pour faire plus ample connaissance avec eux, durant les semaines à venir, je vous ai concocté une série de portraits. On commence avec notre star locale. Je veux bien sûr parler d'André Biangou. Cela fait plus de 30 ans qu'André Biangou est bénévole pour Beffroi Vision. Vous connaissez déjà sa voix et son visage. Nous vous proposons maintenant d'en découvrir davantage sur sa personnalité. En quelques mots, André est un passionné curieux, à l'écoute des autres. Passionné par l'histoire ou la lecture, il est également incollable sur le sport. C'est en 1989 qu'il apparaît pour la première fois à l'écran. On vous le donne en mille, son premier sujet concernait le sport. Il présentait alors le club de basket-ball du Cateau. En tant que bénévole, André a à cœur d'informer les catésiens, une façon de rendre service, d'aider. Cette expérience lui a d'ailleurs permis de faire de nombreuses rencontres et d'apprendre un tas de choses sur divers sujets. Il le dit lui-même, il a horreur de l'ennui et est très curieux. Avec cette activité, ce jeune retraité est donc comblé. En 30 ans d'expérience, André est devenu un couteau suisse au sein de Beffroi Vision. À la présentation du journal et de la page de sport, ou en interview, aucun sujet ne lui résiste. Des anecdotes sur ses 30 ans à Beffroi Vision, André en regorge. En voici une. Alors qu'il interviewait l'adjoint au maire, un de ses téléphones s'est mis à sonner. Ce jour-là, il en avait 2 sur lui. Il en a sorti un de sa poche. Or, ce n'était pas celui-ci qui sonnait. Pendant qu'il cherchait l'autre téléphone fautif, l'adjoint au maire était parti.
Aussitôt le téléphone trouvé et arrêté, André a rattrapé l'adjoint au maire. Après la présentation de ses excuses, l'interview a pu reprendre. Ce sont, je le cite, « les aléas du métier ». D'ailleurs, pour informer les téléspectateurs, les bénévoles n'ont pas le droit à l'erreur. Il faut trouver le langage juste et la sensibilité pour chaque sujet et chaque interlocuteur, confie André. S'il confesse qu'avant d'être bénévole, il ne regardait que très peu B4 Vision, André a toujours reconnu l'utilité de la chaîne. Aujourd'hui, il est fier de faire partie de cette équipe qui résiste et persiste face aux médias nationaux. Vous l'aurez donc compris, André est un passionné curieux qui n'a pas fini de vous tenir informé dans la joie et la bonne humeur sans se prendre au sérieux, car André sait aussi vous divertir. C'est donc sur cette ère de Claude François que s'achève ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Quant à moi, j'ai été très heureuse de vous présenter cette édition. Alors, amis cartésiennes et cartésiens, au plaisir de vous retrouver.